bien, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Idée Astro pour une toute nouvelle émission consacrée à la pleine lune du mois de juin. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir, ou plutôt elle nous accueille chez elle, Marie De Wulf. Marie, bonjour. Bonjour et bienvenue chez moi. Merci Marie. Donc Marie est astrologue réputée, vous l'avez très certainement déjà vue à la télé, entendue à la radio. Et si vous ne la connaissez pas déjà, eh bien, je vous propose de faire plus ample connaissance avec elle durant ces prochaines minutes. Voilà. Alors, la magie de cette émission, c'est que nous la fabriquons ensemble. Donc, si vous avez des questions, des avis, commentaires, n'hésitez pas à interagir en direct sur les réseaux sociaux. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre et puis d'apporter des petites précisions lors des émissions prochaines ou en direct si nous le pouvons. N'hésitez pas à ce sujet à aller liker nos pages sur les réseaux sociaux, à vous abonner. Vous êtes comme cela tout simplement informés des nouvelles émissions, parfois des casting émissions. Et puis vous pouvez bien sûr poser votre question à notre astrologue, des questions concernant peut-être votre avenir par exemple. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à bien vous abonner et à aller liker nos pages sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, au sommaire de cette émission, dans l'horoscope au télescope, nous découvrirons quelles sont les influences de cette pleine lune selon les signes. Marie, tu vas tout nous raconter. Puis nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une consacré à l'astronomie, voire l'astrologie en Mésopotamie. Et enfin, dans la story du jour, Marie nous démontrera une fois de plus son talent avec le cas de l'interprétation d'un rêve. Et ce sera donc Marie qui nous rejoindra en plateau par téléphone. Voilà, elle avait une question à lui poser au sujet de son rêve. Pour certains, vous ne l'avez peut-être pas déjà vu faire, mais vous allez le voir. C'est tout à fait surprenant. Marie, à coup sûr, va nous bluffer. J'en profite également pour vous préciser que Marie De Wulf, astrologue, interprète de rêve, est disponible tout au long de l'année en consultation privée pour effectuer votre thème, prévision astrale et interprétation de rêve. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42, 01 75 75 40 42, un numéro au prix d'un appel local depuis la France. Eh bien, pour démarrer cette émission, je vous propose de démarrer tout de suite par les influences de cette pleine lune. Qu'en dis-tu, Marie ? Eh bien, tout à fait d'accord. Voilà, donc nous avons cette pleine lune donc, qui se fait dans le Sagittaire, puisque le Soleil sera, lui, dans le Gémeaux. Dans les Gémeaux, eh bien, nous avons la lune qui est en phase, bien sûr, en pleine lune, dans le signe du Sagittaire. Alors, cette pleine lune, eh bien, elle va un petit peu nous réjouir dans le sens où elle est assez farfelue. Cette pleine lune, je vais paraphraser un auteur célèbre, n'est-ce pas ? Cette pleine lune, eh bien, c'est un peu comme l'insoutenable légèreté de l'être. Qui est un très beau roman de Kundera d'ailleurs, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. Donc voilà, elle apporte la légèreté, la futilité, la légèreté. Voilà, on est dans la lune, on rêvasse, on a envie de ceci, de cela, les beaux jours arrivent, donc peut-être qu'on a déjà envie de partir en vacances et qu'on est déjà un petit peu dans sa tête en vacances et sur les plages et les cocotiers, n'est-ce pas ? En tout cas, elle nous emporte comme ça, elle est assez farfelue, surtout pour les gens du Sagittaire. Et alors que, si on regarde en face dans le signe des Gémeaux, là par contre, elle est un peu plus capricieuse et les Gémeaux risquent d'être un petit peu agacés, un petit peu par toutes sortes de petites tracasseries de la vie, voyez-vous. C'est pas le moment de les chatouiller. Il faut pas... On peut toujours les chatouiller, les Gémeaux, parce que ça rigole facilement, et puis ils font facilement de la dérision, mais voyez, ils sont un petit peu dans la rébellion, un petit peu dans la rouspétance, un petit peu dans les agaceries, dans la désobéissance aussi. Tu peux faire ça ? Non, attends, j'ai autre chose à faire, et puis je vais un petit peu gambader là-bas avec Pierrot sur la lune, n'est-ce pas ? Et puis voilà. Donc il peut y avoir des petits trucs comme ça, plus d'agacerie que Gémeaux contrariés par cette pleine lune. De contrariété, quoi. C'est plus c'est plus dans les relations avec les uns et les autres que les choses se passent. Alors que lui, le Sagittaire, lui, il est doigt de pied en éventail, sous les cocotiers. Impassible, voilà, sous les cocotiers. Mon Dieu que j'ai envie. Le signe, par contre, qui devrait quand même, lui, par contre, faire attention un petit peu, ce sont les Poissons. Alors, faire attention dans quoi ? Parce qu'ils auront tendance à se disperser. Mais
aussi bien se disperser par l'esprit, mais que se disperser aussi par les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir, ce sont des natifs qui peuvent avoir un petit peu la fièvre acheteuse pendant cette période. Il faut remplir les valises avec des nouvelles choses, bien évidemment, mais on regarde un petit peu à tout et à n'importe quoi. Les soldes ne sont pas loin en plus, attention. Voilà. Donc il faut qu'ils fassent très attention, eux, par contre, de ne pas déraper sur leur budget, parce que ce sera très facile pour eux d'avoir un petit peu toute sa largesse, voyez-vous. Et alors, bien, quand on a la largesse comme ça et qu'on dérape, bien, on finit par voir rouge à la banque. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'il leur faut. Eux, ils doivent faire attention à ça. D'avoir comme ça une tendance à la dépense inconsidérée. Et pour les autres signes, elle est assez soft, hein, cette pleine lune. Hein, donc, elle est assez douce, oui, parce que déjà, quand on voit les Sagittaires sous les cocotiers, voyez-vous, ce qu'ils irradient ailleurs, ben oui, ça ne peut... Les contrariétés chez les Gémeaux, peut-être de l'envie chez d'autres, mais en fait, peut-être le Cancer aussi, qui peut être aussi un petit peu plus dans l'agacement, lui aussi, et un peu plus dans l'irritabilité, voilà, parce qu'il est déjà naturellement assez sensible, et comme la Lune, c'est aussi l'astre, la planète, le luminaire, on devrait dire très correctement, qui est maître de son signe, donc quand lui est en phase de ceci ou de cela, il est toujours quelque part directement concerné aussi par ces lunaisons, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient pleines, qu'elles soient dans les cadrans et tout. Donc là, parce que lui, il a quand même un Mercure et un Uranus qui se baladent ensemble actuellement, et que ça donne sujet à des agaceries. Quand la Lune vient se rajouter dessus, eh bien c'est un peu comme si on se noyait dans un verre d'eau, voyez-vous. On voit tous les événements, même minimes, on les voit au travers d'une loupe. Donc on les voit grossis, considérablement grossis. Donc se noyer dans un verre d'eau, voilà, c'est une expression généralement attachée à ça. Donc ils font d'une souris une montagne. Et donc là, ça peut un petit peu les contrarier comme ça. Donc eux, s'ils veulent avoir la paix, qu'ils se mettent sous la couette et qu'ils laissent passer cette pleine lune tranquillement, et bien comme ça, ils pourront eux aussi, sous la couette, rêver plutôt que se faire agacer par les autres à l'extérieur. Très bien, merci, c'est un excellent conseil. Pour pas qu'ils soient seuls sous la couette. Hein. Oui. Et en plus de ça, on dit que c'est 3 jours avant, 3 jours après, plus ou moins l'influence. Donc... 3 jours et demi avant, 3 jours et demi après, oui. Très bien, eh bien, un beau programme en perspective. D'autres petits conseils peut-être? Donc on a dit rester sous la couette, mais encore? C'est pour les Capricornes, pour les cancers. Les cancers, hein, parce qu'ils sont un petit peu plus directement concernés. Pour les autres, elle est assez soft, hein, donc peut-être un peu d'insomnie pour les... parce que comme ça se passe dans un signe de feu, la Lune, elle donne toujours des insomnies aux signes de feu, donc les autres signes de feu qui sont... Puis l'essentiel de lavande, hein, on a dit, si j'ai bien suivi les conseils. Voilà, le bélier et le lion. Voilà, ils peuvent aussi avoir un épisode d'insomnie ou de sommeil un petit peu rock'n'roll, on va dire. Hein? Très bien. Donc voilà, mais c'est vrai qu'elle est assez soft, hein, celle-ci. Elle est assez soft. Elle est douce parce qu'elle est accompagnée de Jupiter là-haut dans le signe du Sagittaire. Donc Jupiter qui est déjà lui proprement dans son signe, dans son espace dans lequel il se sent le mieux. Voilà, donc cette lune amplifie un côté, ce bien-être, cette jovialité, ce bien-être. Voilà, donc ça irradie ces énergies-là ce mois-ci. Donc merci beaucoup. Ouais. Et alors, on a dit pour lutter justement contre les insomnies, donc on a parlé d'huile essentielle, notamment à la lavande, mais il y a aussi par exemple la méditation qui peut vous aider. Voilà, et n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous dire, vous, qu'est-ce qui se passe pour vous généralement les soirs de pleine lune, qui ne soit pas du poil qui pousse sous le menton, je ne sais pas, vous transformez peut-être en loup-garou. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous ressentez les pleines lunes. Est-ce que ce sont des insomnies? Est-ce que effectivement vous êtes peut-être plus nerveux? Voilà, n'hésitez pas à nous commenter tout cela pendant le direct. J'en profite pour saluer donc les personnes qui nous ont rejoints sur Twitch, à savoir Aude ou Link. Bienvenue à toutes et à tous. Et eh bien, je te propose, Marie, de poursuivre cette émission et nous allons désormais ouvrir le chapitre Lune à la Une.
Alors, notre chapitre Lune à la Lune est donc consacré, on le disait aujourd'hui, à l'astronomie et même donc à l'astrologie en Mésopotamie. Alors, pour nous situer déjà géographiquement, nous sommes entre le Tigre et l'Euphrate, qui correspond à peu près à l'actuel Irak. À l'actuel Irak, c'est ça, oui. C'est bien ça, hein? C'est ça, tout à fait ça. Parfait. Alors, la civilisation sumérienne se distingue, elle, par un niveau très poussé en mathématiques, mais que ce soit en algèbre ou encore en géométrie. Et nous lui devons notamment le système sexagésimal. C'est assez compliqué à dire, mais voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est donc? C'est ce système basé sur le nombre de 60, à qui on doit donc la division des cercles, par exemple, et donc du ciel en 360 degrés, mais aussi la division des heures en 60 minutes et 60 secondes. Et en plus d'être excellents mathématiciens, ils étaient également de très fins observateurs, et donc ils ont très vite voulu savoir, voulu repérer un petit peu comment ça se passait dans le ciel. Ils ont voulu faire une carte du ciel, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Donc, les zodiaques, carrément des zodiaques. C'est ça, puisque effectivement, donc, ils ont associé les étoiles qui étaient les plus proches et puis les plus brillantes, ils les ont regroupées et ils ont donné des noms à ces amas d'étoiles et ça a donné lieu donc à des constellations. Ils ont notamment donc inventé les constellations du Lion, du Taureau, du Scorpion ou encore du Capricorne. C'est bien ça, Marie? Absolument, absolument. D'ailleurs, ils le dessinaient avec une chèvre, avec un poisson. Ils associaient carrément les deux animaux ensemble. Je suis en train de regarder un petit peu parce que j'ai la revue, là, le dossier de l'archéologie. Et je cherchais après justement, parce que je voulais montrer... Tu nous montreras dès que tu le trouves. Et alors... J'ai mis des trucs, mais... Ah, voilà. Ah. Voilà. Voilà. Un petit peu ici, comment il dessinait le Capricorne. Vous voyez, le poisson ici, le Capricorne là, la Lune, le Soleil ici, et Ishtar, Vénus, autrement dit là-bas. Ishtar, exactement, et nous allons en parler justement dans quelques secondes. Elle est merveilleuse, cette revue, Marie. De quoi s'agit-il? Non, c'est comment les dossiers de l'archéologie. Non, c'est magnifique parce que ça parle chaque dossier, il parle de quelque chose. Mais là, ça a été vraiment très, très fouillé. Et puis, autre chose aussi, en dehors de ça, les gens peuvent aller au Louvre, parce qu'ils ont beaucoup de trucs au Louvre, quand même, de ce côté-là. Eh bien, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous y avez été ou que vous comptez y aller, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos ou encore à nous en parler. Là, je vais peut-être le montrer, là, le premier zodiaque qu'on a retrouvé. Il date de 500 ans avant Jésus-Christ. Magnifique. Oui. Et alors justement, les premiers textes astrologiques encore existants datent de l'ère paléo-babylonienne, ce qui nous situe environ entre moins 1900 et moins 1600 avant notre ère. Mais les prédictions n'étaient alors pas basées sur les personnes, savoir un avenir amoureux, un avenir dans le travail, mais plus en fait sur les préoccupations de l'époque. Donc c'était l'avenir du pays, va-t-il y avoir de la famine, des guerres, etc. Voilà, ça correspond effectivement aux préoccupations du moment. Puis, plus tard, l'héritage de l'ère cassite. Donc là, nous sommes entre moins 1600 à moins 1155. Une série de tablettes montre une évolution vers des prédictions basées sur la position apparente des planètes dans le ciel, et notamment donc, Vénus et Mars. Vénus, donc tu en parlais tout à l'heure, est associée à Ishtar, déesse de l'amour, et ces prérénigrations sont supposées permettre des prédictions sur l'amour et la fertilité, tandis que Mars est associé à Nergal, dieu de la guerre et des enfers, et les prédictions concernent davantage donc les conflits et les guerres. Marie, voilà. Je sens que tu as trouvé quelque chose. Oui. Voilà, ça c'est un cylindre qu'on a retrouvé dans les fondations d'un temple, je vais essayer de Ningirsu, qui se situe donc dans l'Irak actuel, et on peut lire, comment les astrologues ils ont décodé ça. En fait, ils ont étudié la position des planètes dans le ciel pour la construction du temple. C'est incroyable. Pour trouver le moment juste pour la construction du temple. Voilà, ici on voit la photo. Alors ici, je ne vous le décoderai pas. Voilà, ça c'est l'écriture cunéiforme qui était à l'époque en vigueur à l'époque, où ils expliquent donc les positions planétaires pour la construction du temple.
Très bien. Et alors, encore un petit peu plus près de nous, et là, donc, nous sommes à moins 1000 environ, donc c'est l'époque assyrienne. Les tablettes mule à pain, pardon. Les tablettes, donc, mule à pain, classent les étoiles et constellations en 3 groupes associés à 3 dieux. Donc, au nord, le dieu du vent, le long de l'équateur, le dieu du ciel, et au sud, le dieu des eaux douces. Et alors, la grande majorité des constellations de ces tablettes correspondent à celles du monde grec et sont donc à l'origine de l'organisation du ciel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et finalement, l'aménagement du ciel sera complété quelques années plus tard, donc sous l'empire néo-babylonien, qui divise le zodiaque en 12 signes, de 30 degrés, et nommé d'après les constellations principales. Qu'est-ce donc, Marie ? Cette tablette le raconte ce que tu viens de dire. Ah, merci. Alors, ce sera peut-être un peu plus clair de revoir cette vidéo. Mais merci beaucoup, Marie. Mais en effet, donc les tablettes, donc mule à pain, hein, on a dit, voilà. Mais c'est tout à fait étonnant de voir effectivement la précision, les observations qui ont été faites depuis toujours, les prédictions, et puis voilà cette carte du ciel qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps, mais de voir depuis quand elle remonte, je trouve ça tout à fait exceptionnel. Et Marie, tu le disais très justement, n'hésitez pas à aller voir ces belles œuvres justement dans les musées quand il y en a, et notamment donc au Louvre, si vous avez la chance d'être pas très loin, ou encore, hein, voilà, il y a beaucoup de musées partout en France, donc n'hésitez pas, c'est une belle sortie culturelle. Mais elles sont quand même essentiellement au Louvre, ici en France, et au British Museum à Londres. Et il faut quand même savoir qu'on a retrouvé plus ou moins 30 000 tablettes ou fragments de tablettes qui parlent du ciel, des planètes, etc. Hein. Donc, c'était quand même un sujet qui leur tenait très à cœur, puisque chaque dynastie commençait par d'abord une étude du ciel pour voir quand est-ce qu'il fallait introniser le roi, pour lui donner les plus de chances possibles pour son règne. Voilà. Donc, c'était réservé aux rois et aux princes et aux prêtres. Et c'était pratiqué par les prêtres à cette époque-là, jusqu'à l'époque jusqu'à l'an 0 de notre ère chrétienne. Tout ça était réservé aux rois, aux pharaons, aux princes, aux dignitaires en fait, mais pas au peuple. C'était pas du tout réservé. Réservé à l'élite, et ils avaient leur. Tout à fait. Parce que d'abord, quand on voit, il n'y avait pas d'éphémérides à l'époque. Hein. Donc les premières éphémérides, elles datent. J'en avais une ici, mais j'ai pas mis de petits papillons pour la retrouver. Comment les éphémérides, c'était quand même des grandes tablettes. Vous voyez, vous avez vu, je vous ai montré la tablette où on racontait tout ça, mais il y a aussi des tablettes avec les éphémérides, donc c'était quand même quelque chose de très pointu, mais de très long à faire. Bien sûr. Des tablettes en argile, s'il vous plaît. Hein. Donc, le cartable était lourd. Hein. Oui, il n'y avait pas encore des roulettes, ça n'existait pas encore. Non, ce n'était pas nos tablettes maintenant comme on a. Oui, les tablettes tactiles, oui. C'est pas nos tablettes smartphone et consorts. Il fallait avoir des muscles. C'était des tablettes en argile. Hein. Donc, oui, c'était musclé. Donc, c'est vrai que ça prenait du temps, parce qu'ils écrivaient avec un calame aussi, hein, donc ça prenait du temps. Et pour écrire tout ça, c'est très, très, très riche. Je pense qu'on peut en parler pendant 10 ans, on n'en aura jamais fini. C'est ce que j'allais te dire, Marie. Et effectivement, j'avoue, quand on recherche comme ça des sujets, on en parle tout le temps avec Marie, et puis finalement, il y a tellement de choses qu'on se renvoie d'un sujet à l'autre, et puis à un moment donné, il faut bien choisir un. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra en aborder plein d'autres lors des prochaines émissions. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, on se fera un grand plaisir. Et alors voilà, Marie, donc maintenant que nous en savons plus sur la carte du ciel dans l'histoire, je te propose de passer dans un instant à la story du jour avec notre interprétation de rêve. Avant cela, je me permets juste de préciser que tu es disponible tout au long de l'année en consultation privée, en 7 jours sur 7, pour effectuer donc thème astral, prévision astrale et aussi décrypter le sens caché de vos rêves. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si vous ne nous avez jamais appelé, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € à la minute sur notre sélection de voyants. 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant.
Alors Marie, nous allons recevoir dans quelques instants l'appel de Marie dans la story du jour qui a fait un rêve apparemment étrange. Je l'ignore encore, elle va nous raconter tout cela. Mais alors peux-tu nous dire exactement, pendant qu'on nous sommes en train de l'appeler, comment tu procèdes pour effectuer une interprétation de rêve, puisque je rappelle que tu n'as pas de dictionnaire, ni de lexique, ni quoi que ce soit. En fait, pour interpréter un rêve, en dehors des livres, bien évidemment, qui sont des généralités, ce ne sont jamais des particularités, alors qu'un rêve, c'est toujours une particularité. C'est comme un thème de naissance, c'est une particularité, n'est-ce pas? Donc, ça s'adresse à une personne en particulier. Eh bien, d'abord, il faut toujours attacher le rêve au vécu de la personne. J'avais déjà pris mon crayon pour noter les mots-clés. Il faut toujours le rattacher au vécu de la personne parce que c'est lui qui va nous donner le fil d'Ariane pour pouvoir le décoder. Et en fait, le rêve donne des situations, des mots, il y a des mots qui se disent, il y a des situations qui se décrivent. Et en fait, c'est un langage symbolique. Et c'est au travers des symboles qui sont contenus dans le rêve qu'on fait l'interprétation. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Je monte, je descends. Eh bien, quand on monte, on est en phase ascensionnelle. Donc, vous allez dire qu'il n'y a pas de scoop là-dessus. Mais c'est vrai que s'il y a une histoire autour de ça, voyez-vous, alors que la descente, c'est la chute. Mais ça peut être une chute n'importe comment. Il faut voir aussi un petit peu comment tout ça s'est meublé. Là, je prends vraiment quelque chose de ultra simple. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des mots, des situations, des scénarios qui sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a toujours cet attiroir, en fait, les rêves, cet attiroir, il y a une image qui arrive en premier, puis une derrière, encore une derrière, voilà, et il faut aller les chercher comme ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Marie. Nous allons te voir à l'œuvre dans quelques secondes puisque je l'ai entendu. Nous avons en ligne Marie. Marie, bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue sur le plateau d'Idées Astro. Vous êtes en direct avec Marie de Wulf, astrologue et interprète de rêves. Et je crois savoir justement que vous avez rêvé il y a peu. Eh bien, je vous laisse avec Marie lui expliquer un petit peu l'histoire de votre rêve. Et puis, elle vous dévoilera peut-être, mais j'en suis quasiment certaine, la signification de ce message. Très bien, bonjour Marie. Alors, je vous écoute, racontez-moi votre histoire le plus simplement possible, comme ça vous vient. Hein? Alors, c'était il y a quelques jours. Donc, j'habite à Paris et j'ai rêvé que je partais à Clermont pour passer un examen très important. Et pendant mon rêve, donc, je dois prendre un moyen de transport. Donc, je me retrouve dans un tram et puis on me demande de payer 150 €, ce qui me met vraiment très, très en colère. Et voilà. Et donc, j'avance dans le tram, j'essaie de discuter avec un contrôleur et puis finalement je me réveille. D'accord. Alors celui-là apparemment il est assez simple à interpréter, ce rêve-là. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Rien de spécial. Vous êtes stressé? Un petit peu. Un peu beaucoup. Non, un peu, mais comme d'habitude, pas plus que d'habitude. Elle sait. Marie, enfin. Même si vous ne l'exprimez pas, ce stress. En fait, ce rêve, c'est un rêve que je qualifie de exutoire. Vous voyez? Et il ne donne pas un message très particulier par rapport par rapport au langage symbolique que je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce rêve vous permet d'abord de vous mettre en colère, d'exprimer une contrariété. Voilà, 150 € pour payer un train, ben oui, c'est beaucoup quand on ne va pas très loin. Donc, voilà, la colère, la dispute, eh bien, ce rêve vous a permis de vous mettre en situation pour exprimer quelque chose que vous aviez en vous et que vous n'avez pas pu exprimer au moment où il y a eu un événement de contrariété qui s'est passé dans votre vie. Voyez, je vais faire une image. Vous avez eu des mots avec une copine ou avec un chef ou n'importe et vous n'avez pas su, pour ne pas froisser l'autre, vous exprimer comme vous vouliez. Eh bien, ou bien avec votre copain ou quelqu'un, voilà, ou bien voilà la caissière de la grande surface. Voyez-vous, il y a eu comme ça un moment où la colère est montée en vous et que vous n'avez pas pu la sortir. Et voilà, vous avez là un moment où vous avez pu sortir cette colère vis-à-vis de la personne transportant le contrôleur du train qui vous a réclamé
le ticket du train. Derrière en filigrane de ça, hein, ça c'est votre, vous avez exulté quelque chose qui vous porte en vous. En fait, vous avez exprimé un stress que vous aviez sur la patate, donc vous l'avez sorti dans ce rêve, et c'est très bien parce que là, ça n'égratigne aucune susceptibilité autour de vous. Mais derrière ça, avec le train, parce que par contre, le train, lui, c'est très symbolique, et on peut voir le train sur différentes notions de symboles. D'abord au niveau de l'évasion, c'est le premier symbole qui arrive. Est-ce que vous avez envie de partir? Est-ce que j'ai envie de partir quelque part, etc. Mais le train est aussi un symbole phallique. Alors il faudrait peut-être voir aussi s'il n'y a pas des frustrations pour vous du côté sentimental. D'accord. Voilà, en tous les cas, il y avait un stress. C'est bien ça, Marie, qui... Il y a un stress, oui. Donc voyez un petit peu donc sur le plan de votre vie sentimentale, physique, hein, voilà. Si vous n'avez pas là quelque part une frustration ou un désir en fait, hein, un désir tout simplement qui se transpose dans cette image-là, parce qu'elle a aussi ce côté-là, ou alors un rêve d'évasion, tout simplement, j'ai envie de partir, voilà, et que tout le restant du scénario n'est que matière à exprimer votre stress. Il ne me semble pas, mais je vais quand même en discuter du coup. Voilà, s'il y a un petit point à creuser, faites-vous plaisir, hein, s'il y a un petit... Les rêves viennent toujours en résonance par quelque chose qui est déjà là. Vous voyez, c'est un miroir. Donc, pour qu'il y ait miroir et reflet, il faut qu'il y ait quelque chose en face. Il faut déjà qu'il y ait une image. Donc, le rêve ne sort. Quand on rêve comme ça sort dans votre inconscient, il y a des choses qui sortent parce qu'il y a une résonance qui s'est faite à un moment donné pour réveiller ça. Quand il n'y a pas de résonance, quand il y a une autre résonance, c'est un autre type de rêve, c'est autre chose qu'on rêve. Mais il y a toujours ce côté, voilà, ça résonne, une situation se passe, ça résonne et tout à coup, à un moment donné, paf, il y a une fenêtre qui s'ouvre et dans cette fenêtre, il y a ces images et des histoires qui sortent et qui nous disent quelque chose. Alors peut-être du coup que tu lui conseilles d'être un peu attentive peut-être à ses désirs, même si parfois ça peut paraître anodin, qu'on n'y prête pas forcément attention. Et puis à vous de jouer, Marie. Absolument. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle journée à vous et merci beaucoup de votre appel. Et prenez bien soin de vous, Marie. Au revoir. Au revoir. Si vous souhaitez faire une interprétation de rêve avec Marie, je vous le recommande chaleureusement. N'hésitez pas à la contacter. Il suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. 01 75 75 40 42. Voilà, alors avant de nous dire au revoir, un petit point dans le calendrier, puisque dans quelques jours à peine arrive le solstice d'été. Voilà, il va pointer le bout de son nez. Alors, un 21 juin. Alors vous allez me dire, mais oui, bien sûr. Eh bien non, pas bien sûr. Qu'en dis-tu, Marie? Cette année, c'est un 21 juin. L'année prochaine, ce sera un 20. Et voilà. Alors pourquoi? Eh bien, si vous avez suivi l'émission donc, du mois de mai, en effet, cela ne dépend pas de décisions politiques, comme on parle d'heure d'été, d'heure d'hiver, etc. En réalité, non. La date du solstice d'été varie et elle correspond à la date du début de l'été astronomique, quand la position du Soleil atteint son éloignement maximal de l'équateur, et c'est donc le jour le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. Voilà, et donc ce phénomène, lui, est dû à l'inclinaison naturelle de la Terre par rapport au plan sur lequel elle tourne autour du Soleil. Et sans ce décalage, d'ailleurs, il n'y aurait pas les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Voilà, alors si la durée du jour atteint son maximum à l'occasion du solstice, elle n'est pas la même partout, il faut le savoir. Donc plus on se rapproche du cercle polaire, plus elle augmente. Et ainsi, en 2015, à Trondheim, donc c'est au nord de la Norvège, le Soleil a brillé pendant 20h35. Voilà, il est quasiment jamais redescendu. En fait, il n'y a pas eu de nuit, à proprement parler. C'est le soleil de minuit, hein, de manière romantique, c'est le soleil de minuit. Hein. Exactement. Et alors, à noter que le phénomène s'inverse si nous sommes dans l'hémisphère sud. Voilà, ou en hiver. Ou en hiver, exactement. Alors justement, pour bien se rappeler, donc nous avons le solstice d'été, donc c'est le jour le plus long. Le solstice d'hiver, le jour le plus court.
Si vous nous avez écouté donc, concernant l'équinoxe donc, du printemps et de l'automne, alors là, il s'agit du moment où la nuit est le jour. Marie, je te laisse compléter cette phrase. Sont égaux. Sont égaux, exactement. Voilà, ça c'est pour les petites fiches techniques. Donc, eh bien, tout simplement, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec la Lune. Marie, tu seras avec nous ? On se donne rendez-vous avec la Lune. Génial. Donc la prochaine pleine lune, celle du mois de juillet, aura lieu le 16 juillet 2019. En attendant, vous avez rendez-vous avec les étoiles. Donc entre le 26 juin et le 2 juillet aura lieu la pluie de météores appelée les Bootides. Cette pluie de météores donc, sera à son apogée le 27 juin. En revanche, donc, son taux horaire zénital, sauf exception, reste très faible de 1 à 2. Donc si vous avez la chance d'apercevoir des étoiles filantes, n'oubliez pas de faire un vœu, car c'est comme cela qu'il se réalise. Marie, un grand merci. Merci aussi, et puis plein de bonnes choses à vous tous. Hein. Et puis on se retrouve très bientôt. Et un petit merci à Valérie aussi, derrière la technique, là. Et on embrasse Valérie chaleureusement. Merci beaucoup, c'est grâce à elle si vous avez le son et l'image. Elle est très très forte. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. À bientôt, au revoir.